Oserais-tu affronter un géant de plus de 30 tonnes, sans moteur, sans GPS, sans autre protection que des peaux de phoque et du bois flotté? Pourrais-tu rester immobile pendant des heures sur la glace, attendant le souffle d'une créature capable d'engloutir ta maison sans même s'en rendre compte? Dans cette vidéo, tu découvriras l'une des méthodes de chasse les plus anciennes, les plus risquées et les plus respectueuses encore en vie. La chasse à la baleine du peuple inuit. Nous voyagerons au cœur de l'Arctique pour découvrir non seulement les techniques d'il y a 500 ans, toujours valables aujourd'hui, mais aussi le lien spirituel, communautaire et ancestral profond qui fait de cette chasse une leçon de vie. Tu verras comment on construit un kayak dont les mesures sont prises sur le corps même du chasseur, comment on lance un harpon avec la force exacte au moment précis, et comment, dans un monde qui accélère tout, il y a encore des gens qui se déplacent au rythme de la glace, qui écoutent le vent et honorent la vie, même lorsqu'ils doivent la prendre. Ce n'est pas seulement une histoire de survie, c'est une histoire de sagesse. Et elle commence maintenant. C'est une leçon qui ne se trouve pas dans les livres, mais dans les regards, dans les gestes, dans des silences, qui en disent plus que n'importe quel manuel moderne de survie. Une sagesse transmise de génération en génération, parmi ceux qui ont appris à écouter le craquement de la glace sous leurs pieds et les secrets murmurés par le vent, que seuls les patients comprennent. Car ici, dans ces terres où les cartes tremblent de froid, chasser une baleine ne sert pas à montrer ses muscles. Ici, la force sans sagesse est une recette pour le désastre, la vitesse sans patience. Une erreur qui peut coûter la vie. Et chasser sans respect, eh bien, c'est déjà une trahison directe envers tout l'écosystème. Pour le peuple inuit, affronter une baleine n'est pas comme dans les films d'action. Il n'y a ni musique épique, ni cri de guerre. C'est plutôt comme demander la permission à la mer, avec l'humilité de celui qui sait que l'océan ne négocie pas avec les arrogants. C'est répéter une chorégraphie pratiquée depuis des siècles, où chaque mouvement a un but et chaque silence une raison. Imagine ceci. Pendant que la moitié du monde se dispute pour être plus rapide, plus efficace, plus automatisé, ici, on célèbre celui qui sait attendre, celui qui sait résister, celui qui comprend que le succès n'est pas un trophée accroché au mur, mais une connexion profonde avec l'environnement. Là où d'autres cherchent à contrôler la nature, eux cherchent à vivre avec elle, sans se faire engloutir. Une chasse peut prendre des jours pour aboutir, oui, des jours, des semaines de préparation, des mois de planification, et pas seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Car avant qu'une seule pagaie ne touche la mer, le chasseur a déjà été instruit, pas avec des PowerPoint ou des tutoriels YouTube, mais avec des histoires, des silences inconfortables, des regards prolongés des grands-parents qui n'ont jamais écrit de manuel, mais qui ont tout codifié dans leur manière de vivre. Maintenant, mets-toi à leur place. Peux-tu imaginer passer une journée entière à flotter sur une mer gelée, dans un bateau fait de bois et de tendons d'animaux, attendant qu'une baleine de 30 tonnes décide d'émerger exactement là où tu es, et sans bouger un muscle? Car oui, le moindre réflexe, un simple raclement de gorge et adieu la proie. Et quand elle apparaît enfin, il n'y a pas de marge d'erreur. Tu dois lancer le harpon avec la force exacte, à l'angle précis, au moment exact. Rater, ce n'est pas perdre des points. C'est perdre la nourriture de toute la communauté, ou ta vie. Et pourtant, ils le font. Pas parce que c'est un exploit hollywoodien, mais parce que c'est la tradition. Et ici, la tradition n'est pas quelque chose qu'on sort du placard pour les fêtes patriotiques. Ici, elle se respire, se cuisine, se construit et surtout, se navigue. Chaque jour, sur une mer qui ne tolère ni distraction ni seconde chance. Et toi, d'où que tu regardes ceci, que ce soit d'une ville avec du café en capsule ou d'un bureau avec chauffage central, dis-moi, oserais-tu monter dans un kayak en peau au milieu de la glace, sachant qu'en dessous t'attend une créature capable d'engloutir ta voiture entière sans faire de bruit? Écris-le-moi dans les commentaires. Je veux savoir quelle partie de cette histoire t'a fait tourner la tête. Car ce que tu vois n'est pas seulement une chasse. C'est une autre façon de comprendre le monde. Une façon où l'humain n'est pas le centre de l'univers, mais juste une partie du tout. Une culture qui n'a pas besoin de GPS, car sa boussole, c'est l'instinct, l'héritage,
et la glace. Dans un coin de la planète où le vent coupe comme du verre, où la mer gèle et les horizons sont faits de blanc et de silence, il y a encore des gens qui s'aventurent sur l'océan dans des embarcations qui semblent sortir d'un musée, parce qu'elles en viennent. Et ils le font armés non pas de technologie de pointe, mais de quelque chose de plus puissant, un savoir ancestral et un respect presque sacré pour ce qu'ils s'apprêtent à faire. Imagine la scène, une eau glacée à perte de vue, un soleil timide qui ose à peine se montrer et un silence si profond que même tes pensées résonnent. Là, au milieu de ce gris infini, un homme avance lentement, sur un kayak, en peau cousue de tendons, comme s'il faisait partie du paysage. Devant lui, sous l'eau, une baleine boréale, une légende vivante, se déplace comme un fantôme. Mais il ne tremble pas, il n'improvise pas, il ne voit pas ce qui va se passer. Il suit un plan qu'il n'a pas conçu, mais ses grands-parents. Une chaîne de sagesse maintenue vivante sans besoin de papier ni d'encre. Juste par l'observation, la pratique et beaucoup de respect. Pour les Inuits, chasser une baleine n'est pas une idée folle, c'est un rituel. Une danse sans musique où chaque pas compte, de l'étanchéité du kayak à la façon de respirer avant de lancer le harpon. Et cela, dans un monde où tout est mesuré en likes, en vitesse et en Wi-Fi, c'est presque de la magie. La manière d'aiguiser le harpon n'est pas quelque chose qu'on fait à la hâte ou à la dernière minute. Le choix du moment exact pour lancer n'est pas non plus une question de « on verra bien ». Rien ici n'est laissé au hasard. Tout a été testé, affiné, corrigé pendant des générations. Pas dans des laboratoires avec des blouses blanches, mais sur une glace qui craque, sous des tempêtes de neige qui semblent sorties d'un film d'horreur, dans des eaux si noires qu'une erreur pourrait être le dernier chapitre de l'histoire. Chasser une baleine n'est pas seulement une épreuve de force ou de courage téméraire. Non, ici, ce n'est pas « je me lance et on verra ». C'est un mélange subtil de sagesse pratique et spirituelle. Le chasseur doit lire la baleine comme on lit un vieux livre, anticiper ses mouvements, connaître ses routes migratoires, comprendre ce que dit la mer, les courants, les oiseaux, même ces silences inconfortables que la nature s'est imposés quand quelque chose d'important est sur le point de se produire. Maîtriser cette chasse est un art de la discrétion et, surtout, du respect. Car, dans la pensée inuite, la baleine n'est ni un ennemi, ni une bête sauvage à vaincre. C'est une créature sage, ancienne, puissante, qui ne se laisse chasser que si on l'honore. C'est pourquoi de nombreux chasseurs ne commencent pas leur périple en souhaitant de la chance, mais en demandant la permission. Certains s'arrêtent avant d'entrer dans l'eau glacée, ferment les yeux et murmurent des mots qui ne sont pas tout à fait des prières ni des ordres, mais plutôt une salutation, un remerciement anticipé, une conversation avec la mer. Dans ce monde de glace et de vent, où le froid veut te convaincre de rester chez toi, où la vie semble lutter à chaque seconde pour ne pas abandonner, l'humain ne s'impose pas et n'essaie pas de conquérir. Il apprend à coexister, à s'adapter, à se déplacer avec prudence parmi des forces bien plus grandes. Et cette relation entre la fragilité humaine et la puissance de la nature est ce qui donne à la chasse inuite son sens le plus profond. Le chasseur ne va pas en mer pour être le maître de l'océan, mais pour être digne de faire partie d'un équilibre millénaire. La victoire n'est pas de dominer la baleine, mais de gagner son respect. C'est pourquoi la chasse ne s'apprend pas avec des manuels ou des vidéos YouTube. Elle se transmet par des gestes, des silences partagés, des nuits autour du feu à écouter des histoires sur le moment où la glace craquait trop près ou quand la baleine a tourné juste avant le lancer et tout a changé. C'est un savoir qui ne peut être entièrement écrit, car il vit dans le corps, dans les mains, dans les yeux, de ceux qui sont partis en mer et revenus pour raconter. De ceux qui connaissent ce moment précis où la mer cesse d'être juste de l'eau pour devenir une décision vitale. Et toi, qui lis ceci de je ne sais où, tu penses peut-être, on dirait une légende, une histoire du passé. Mais non, ce n'est pas un conte au coin du feu, ça se passe maintenant. À cet instant précis, un chasseur prépare peut-être son kayak, repasse mentalement la route migratoire, observe les nuages, sent le vent, écoute le chant des oiseaux et ajuste ce silence que seule une mer ancestrale s'est exigé.
car cette baleine qui a survécu aux glaciations, aux filets industriels et aux moteurs bruyants, reconnaît dans la discrétion inuite quelque chose de familier, d'ancien, de véritablement réel. Et maintenant, dis-moi, en toute honnêteté, oserais-tu monter dans un bateau fait de peau et de bois, sans moteur, sans GPS, avec une eau à moins 2 degrés Celsius et un vent qui murmure des promesses de tempête, sachant que là-dessous, sous le calme trompeur de la glace, se déplace une ombre gigantesque qui t'observe avant que tu ne la vois? Laisse-le-moi dans les commentaires. Dis-moi, d'où regardes-tu cette histoire? Quelle partie de ce mode de vie t'a le plus touché? Car ce voyage ne parle pas seulement de baleines, il parle de nous, de comment nous nous connectons à la vie, au risque, à la mémoire, à comment, dans un monde qui court de plus en plus vite, il y a encore des gens qui savent se déplacer au rythme de la glace. Si le harpon est la lance, le kayak est le corps du chasseur inuit. Et ce n'est pas une métaphore quand on observe un chasseur glisser sur les eaux glacées de l'Arctique sans faire de bruit, sans laisser de traces. Presque sans briser la surface de la mer, ce bateau devient une extension vivante de celui qui le manœuvre. Dans un monde où tout sonne, vibre et grince, le kayak inuit est un silence pur, une invisibilité flottante, une discrétion incarnée. Construit avec des matériaux naturels qui ne s'intègrent pas seulement, mais appartiennent à l'environnement, le kayak traditionnel est formé d'une structure interne, en bois léger, souvent du bois flotté transporté sur des milliers de kilomètres par les courants, et entièrement recouvert de peaux de phoque tendues et cousues avec des tendons séchés. Pas de clous, pas de colle, juste une union parfaite entre des éléments vivants et les mains habiles qui les assemblent. Le résultat n'est pas seulement fonctionnel, il est magnifique. Un kayak bien fait ressemble plus à une sculpture qu'à un bateau. Mais ce n'est pas de l'art pour l'art. Chaque courbe, chaque couture, chaque centimètre de la coque répond à des siècles d'essais et d'erreurs, de perfection silencieuse, dans un environnement qui ne pardonne pas les fautes. Pour les Inuits, construire un kayak est plus qu'un travail manuel, c'est une initiation. Le jeune apprenti ne mesure pas avec des règles, mais avec son corps. La longueur de l'avant-bras pour l'écart entre les nervures de la coque, la longueur du pied pour la hauteur du siège. Ce kayak n'est pas conçu pour n'importe qui. Il est fait pour lui. C'est un costume flottant, adapté à son poids, sa force, son coup de pagaie, même à sa respiration. Si la fabrication est bonne, ce kayak l'accompagnera pendant des années, naviguant dans des eaux traîtresses, survivant aux tempêtes, frôlant des blocs de glace, esquivant des baleines. Le kayak n'a pas de compartiment, pas de place pour la négligence ou le superflu. Tout ce qu'on y transporte doit être utile. Certains gardent sous le siège un petit sac avec des outils minimaux, une corde supplémentaire, une pierre aiguisée et, souvent, un souvenir personnel, un os gravé par le grand-père, une tresse des cheveux de la mère, un amulette transmise de génération en génération. Car dans le kayak, on ne transporte pas seulement du matériel, on transporte de l'histoire. Se déplacer dans un kayak inuit est un art. Devenir invisible, non seulement pour la proie, mais pour la mer elle-même. Chaque pagaie entre dans l'eau avec une technique qui évite les éclaboussures, qui coupe l'eau comme un couteau dans du beurre gelé. Le rythme n'est pas rapide, il est constant, hypnotique. Depuis la rive, on dirait que le chasseur ne bouge pas, mais si tu clignes des yeux, il est déjà loin, disparu derrière une ombre de glace. La discrétion est si importante que les chasseurs ont développé des techniques spécifiques selon l'état de la mer. S'il y a des vagues, le kayak s'adapte au roulis comme s'il était un phoque de plus. S'il y a un calme plat, la pagaie glisse avec une pression si délicate qu'elle trouble à peine la surface. Certains anciens disent que si tu entends le kayak, tu as déjà échoué. Un ancien m'a dit un jour, le bon chasseur n'effraie pas l'eau, il la convainc qu'il en fait partie. Car pour le chasseur inuit, le kayak est plus qu'un outil, c'est un allié. On ne le répare pas n'importe comment, on le nettoie avec soin, la peau est réhydratée, les coutures sont vérifiées dans un rituel presque domestique. Dans les villages, il était courant de voir les anciens inspecter leur kayak tous les après-midi, avec la même patience que d'autres accordent à accorder un instrument ou nettoyer une arme. Pas de hâte, car un kayak endommagé ne signifie pas seulement perdre la chasse,
Cela peut vouloir dire mourir gelé à quelques mètres de la côte. Mais ce qui est peut-être le plus puissant dans le kayak, ce n'est ni son design, ni sa légèreté, ni son adaptabilité. C'est ce qu'il représente. Dans un endroit comme l'Arctique, où tout est plus grand, plus fort et bien plus imprévisible, le kayak est comme cet ami humble qui sait quand se taire et éviter les ennuis. Il ne rivalise pas avec la nature, ni ne cherche à la surpasser. Au contraire, il l'écoute, l'étudie et devient partie du paysage, une ombre silencieuse qui glisse entre les blocs de glace, un murmure qui passe presque inaperçu entre les vagues. C'est comme marcher sur une corde raide entre la survie et l'oubli, mais avec une pagaie à la main. De nos jours, bien sûr, certains chasseurs inuits utilisent des bateaux en aluminium, des moteurs, des GPS, car pourquoi compliquer les choses? Mais le kayak traditionnel reste le cœur de cette culture. Beaucoup y reviennent quand ils veulent chasser, quand ils sentent que les machines font trop de bruit ou que leurs sens sont devenus paresseux, comme s'ils avaient sommeil après avoir trop regardé de séries. Le kayak ne pardonne pas les distractions. Il t'oblige à être vigilant, à sentir la direction du vent dans la nuque, le changement subtil dans la densité de l'eau, le chant lointain d'une baleine. Car dans le kayak, il n'y a pas de pilote automatique, juste toi et la mer. Point final. Si le kayak est l'ombre qui glisse, le harpon est l'éclair qui tranche le destin. Il n'y a pas d'outil plus symbolique ni plus respecté dans la tradition des chasseurs inuits. Ce n'est pas juste une lance, ce n'est pas un bâton pointu qu'on lance n'importe comment. C'est de l'ingénierie ancestrale de premier ordre. Chaque pièce du harpon raconte une histoire d'adaptation et d'expérience, et surtout, de la relation très étroite entre le chasseur et sa proie. Ici, au bout du monde, on ne chasse pas à la hâte. On chasse avec la mémoire et beaucoup de patience. Le harpon traditionnel inuit est aussi complexe qu'il semble simple. Il a un manche long et flexible, une pointe détachable, la fameuse tête pivotante et une corde qui relie tout au chasseur ou à son kayak. La magie se produit juste après l'impact. Lorsque la pointe pénètre dans l'animal, la tête se détache et pivote dans la chair, s'ancrant comme avec des vis invisibles. Ainsi, même si la baleine plonge, se secoue ou tente de fuir comme dans une course, la pointe reste fixée, résistant à l'eau, à la pression et même au temps. Ne pense pas qu'un ingénieur de laboratoire a inventé cela. C'était le résultat de siècles d'essais, d'échecs, d'autres échecs et même de morts, car tout n'était pas amusant. Quelqu'un, il y a 1000 ans ou plus, a réalisé qu'une pointe fixe ne suffisait pas, qu'il fallait un système capable de bien s'accrocher, de supporter la fureur de la mer et d'un animal qui pèse plus qu'une maison. Et avec des outils rudimentaires et une grande connaissance des animaux, il a créé l'un des dispositifs de chasse les plus efficaces que l'humanité ait jamais vus. Mais le harpon, ce n'est pas seulement son design, ce sont aussi ses matériaux. Rien ici n'est laissé au hasard. Les pointes traditionnelles sont faites d'ivoire, d'os de morse, de baleine ou de caribou. Pas parce que les chasseurs sont nostalgiques ou romantiques, mais parce que ces matériaux fonctionnent mieux que l'acier dans le froid extrême. L'acier se casse à des températures en dessous de zéro, mais un os bien préparé est comme un alliage intelligent, flexible, résistant et fiable. Beaucoup préfèrent la sensation chaude et la réponse vivante de l'ivoire, bien qu'ils pourraient utiliser de l'acier inoxydable moderne. Car, comme il dirait, le métal froid, c'est pour les couteaux, pas pour les harpons. La corde du harpon est une autre invention digne d'admiration. Traditionnellement faite de peau de phoque barbu, ce n'est pas une simple corde. C'est le lien entre le chasseur et la baleine, une extension de ses sens. Sa fabrication prend des semaines. Elle est coupée, séchée, tressée et traitée avec de la graisse pour rester souple mais résistante. Le résultat, une ligne qui supporte des tonnes de pression sans se rompre, qui sait s'étirer juste quand il le faut. Il y a tout un art dans la manière de faire la corde, de l'enrouler et de la ranger pour qu'elle ne s'en mêle pas. Un chasseur expérimenté peut lire la vibration dans la corde et savoir si la baleine plonge, tourne ou prépare un grand coup. Et c'est pourquoi certains préfèrent la peau de phoque. Comme l'un d'eux l'a dit avec un sourire, « Le nylon te dit que la baleine tire,
La peau te dit si elle est en colère. Ce n'est pas juste de la sensibilité, c'est de la connexion, et en passant, de la mémoire. Certains harpons ont des cordes tressées par des grands-mères qui ne sont plus là, renforcées par des pères, rapiécées par des fils. Une véritable saga familiale dans une corde. Il n'est pas rare de voir des marques gravées sur le manche du harpon, une pour chaque chasse réussie, une pour chaque baleine perdue, et quelques-unes de plus pour se souvenir du jour où ils ont failli ne pas rentrer chez eux. Car oui, chaque harpon est aussi un journal, sans mots, mais avec plus d'histoire que bien des romans d'aventure. L'entretien du harpon est presque un rituel sacré. Après chaque usage, il est nettoyé à l'eau douce, s'il y en a, bien sûr, et séché à l'air libre. Mais attention, pas de soleil direct. On ne parle pas de griller un steak ici. La tête pivotante est vérifiée, aiguisée et lubrifiée, généralement avec de l'huile de phoque. Oui, de l'huile de phoque. Pas de lubrifiants industriels, c'est l'Arctique, pas une chaîne de montage de Ferrari. Certains chasseurs gardent les pointes dans de petits sacs en cuir avec des inscriptions que seuls eux comprennent. Ce n'est pas de la superstition, c'est du bon sens. En mer, ton équipement doit être plus fiable que ton ombre, car quand les choses se gâtent, il n'y a ni pièces de rechange, ni tutoriel YouTube. Dans cette culture qui a survécu des siècles grâce à ces outils, le harpon n'est pas seulement une arme, c'est un compagnon, un héritage, un symbole. Il y a des familles qui conservent de vieux harpons comme des reliques. Pas pour les utiliser, mais pour montrer aux enfants qu'un chasseur n'est pas juste une force brute, mais quelqu'un de soigneux, de responsable, qui sait aiguiser, attacher et entretenir son équipement. Car le harpon qui échoue n'est pas celui qui se casse, c'est celui qui a été oublié ou maltraité. Avec l'arrivée des matériaux industriels, certains chasseurs ont essayé des pointes en acier trempé, des cordes synthétiques traitées au téflon et des manches en alliage léger. Mais le design fondamental ne change pas. La fonction dicte la forme et le principe ancestral demeure. L'outil n'est pas là pour tuer rapidement, mais pour connecter. Pour que le chasseur fasse partie du cycle, pas un interrupteur violent. Le moment du lancer est si intime que beaucoup le décrivent comme une suspension du temps. Le bras, l'œil, le cœur et la mer s'alignent. On ne lance pas avec colère, on lance avec détermination, comme un chirurgien, comme un musicien, comme quelqu'un qui sait qu'il n'y aura pas de seconde chance. Et quand le harpon vole, il traverse l'air avec une gravité cérémonielle. Car ici, il ne s'agit pas seulement de chasser, mais de raconter une histoire, de soutenir une vie, d'honorer une communauté qui attend, de préserver un passé qui, dans un monde qui avance à la vitesse d'un satellite et où les décisions sont confiées à des algorithmes, refuse encore de disparaître. Car il y a des gens qui prédisent le comportement de l'océan en observant simplement la couleur du ciel à l'aube, qui sentent la proximité d'une baleine par un changement subtil dans la direction du vent, ou savent si la glace est sûre en posant simplement l'oreille sur sa surface. Ce sont les chasseurs inuits. Ils n'utilisent ni boussole numérique, ni cartes électroniques. Leur GPS, c'est l'instinct cultivé, l'écho d'histoires racontées autour du feu, l'entraînement patient de générations qui ont appris à lire un monde sans signes écrits, mais rempli de messages visibles, pour ceux qui savent regarder. L'océan Arctique n'est pas juste de l'eau. C'est un organisme vivant qui respire et change d'humeur. Et chacun de ces changements peut être la frontière entre la vie et la mort. Il n'y a pas de place pour « je ne l'avais pas vu venir ». Un jeune Inuit n'apprend pas d'abord à lancer un harpon. Il apprend à observer la glace. Car dans ce jeu, ce que tu ne vois pas n'existe tout simplement pas. Toutes les glaces ne se valent pas. Il y a la glace jeune, fine, traîtresse, qui se brise sous le poids d'un renard. Oui, un renard. Pas besoin de 100 kilos sur la balance pour la casser. Puis, il y a la glace vieille, compacte, fiable, qui a résisté à 5 hivers et probablement à quelques cuites arctiques. Et les fameuses palinéas, des trous dans la glace créés par des courants sous-marins, où les baleines font une pause pour respirer. Un chasseur expérimenté n'a pas besoin de voir la baleine pour savoir où elle est. Il la devine par la vapeur dans l'air, le vol de certains oiseaux ou la façon dont la glace à proximité craque. Pour lui, ces craquements ne sont pas du bruit, c'est un langage. Et non,
pas parce qu'il a des hallucinations acoustiques, mais parce que le vent parle aussi. Il sait dire si la mer sera amicale ou si aujourd'hui s'annonce un épisode dramatique. Quand il souffle du sud, l'air sent le dégel. S'il vient du nord, il porte un silence qui gèle même les cils, et non, pas parce qu'une chanson triste va jouer, c'est un avertissement. Le chasseur ne s'oppose pas au vent. Pas parce qu'il est lâche, mais parce qu'il sait que le vent est le messager de l'océan. Si tu l'ignores, la mer se charge de te rappeler qu'elle n'aime pas être défiée, et crois-moi, elle n'est pas gentille avec les insolents. Et puis il y a les animaux. Les oiseaux marins, mouettes, macareux, ne sont pas simplement de la faune pour les Inuits, ce sont leurs espions, leurs alliés. Un groupe qui vole bas annonce des phoques, et un groupe qui tournoie dit « il y a de la nourriture ici ». Et là où il y a de la nourriture, il peut y avoir des baleines, car rien dans la nature n'est dû au hasard. Il en va de même pour les poissons. Un chasseur lance un filet d'essai, mais il ne cherche pas un encas rapide. Il lit des signes, car s'il y a certains poissons, il y a certains courants. Et avec eux viennent certains schémas migratoires qui, à leur tour, indiquent des opportunités de chasse. Oui, un GPS naturel, sans batterie ni couverture. Même le son de la mer sous la glace fait partie de cet alphabet invisible. Certains posent l'oreille sur la surface gelée et écoutent, littéralement, car la glace transmet le son mieux que l'air. À travers elle, ils peuvent entendre l'écho lointain d'une baleine brisant l'eau ou le grondement de blocs de glace qui se déplacent sous la pression. L'un d'eux m'a dit un jour que, si tu es attentif, la glace te raconte ce qui s'est passé ce matin et ce qui se passera cet après-midi. Elle t'avertit avant de se casser, avec de petits craquements et des changements subtils dans sa couleur. La glace fiable est blanche, bleuâtre, solide. La glace traîtresse est grise, opaque et parfois si brillante qu'elle ressemble à un piège déguisé en miroir. Et dans l'Arctique, il n'y a pas de place pour jouer à la chance. Si tu tombes dans l'eau à des températures négatives, tes minutes de vie sont comptées avec la précision d'une montre suisse, ou moins. Lire l'environnement, c'est aussi lire le temps culturel, quand les baleines migrent, quand elles croisent certaines routes, quand elles s'approchent de la côte. Ce n'est pas dans les calendriers ni les prévisions météo, mais dans la mémoire des anciens, dans des phrases cryptiques, dans des avertissements basés sur la floraison d'une mousse ou sur la façon dont la lune se reflète dans la baie. Les chasseurs inuits ne croient pas en la nature, ils la connaissent. Cette différence est fondamentale. Avec le temps, ils ont intégré la technologie, des jumelles puissantes, des radars, des drones pour repérer les baleines depuis le ciel. Mais quand ces outils échouent, et ils échouent, car le temps change, les batteries gèlent et le signal se perd, le savoir ancestral continue de fonctionner. Il est résilient, il est vivant, il ne dépend pas de la technologie, mais d'une relation intime avec l'environnement qui les a vus naître. Tu pourrais penser qu'avec tant de modernité, ce savoir disparaît. Pas du tout. Dans de nombreuses communautés, les anciens sortent sur la glace avec les jeunes. Pas pour chasser, mais pour leur apprendre à voir, à interpréter les traces, à sentir le vent, à distinguer si une fissure dans la glace est superficielle ou un jugement déguisé. Car une fissure en ville, c'est une anecdote. Dans l'Arctique, ça peut être ta fin. C'est pourquoi, quand un chasseur inuit se prépare à rencontrer une baleine, ce n'est pas comme sortir chercher quelque chose au hasard. C'est comme entamer un dialogue avec l'environnement. Il sait qu'il n'est pas seul, que tout est rempli de signes. Il suffit d'être silencieux, écouter, attendre, ressentir et surtout respecter. Car la mer parle quand elle veut et quand elle ne veut pas, elle crie. Et quand l'équipement est prêt et qu'une baleine a été repérée, commence la partie la plus difficile, attendre. Si tu penses que pagayer des kilomètres entre la glace avec des températures qui gèlent l'eau de tes cils est dur, attends de devoir rester absolument immobile, pendant des heures, sans bouger, sans faire de bruit, en attendant le moment exact pour attaquer. Dans cette attente, on transmet des contes, des techniques, des avertissements. Car dans ce silence, il y a aussi de l'histoire. Un jeune chasseur peut passer tout son premier hiver à apprendre à lire le souffle de la mer.
Non, ce n'est pas une blague. Quand la baleine émerge, tu as des secondes comptées. Et si tu lances le harpon au mauvais moment, eh bien, adieu la chasse et bonjour l'histoire à raconter à tes petits-enfants. Une fois la baleine repérée, commence la partie où le chasseur devient presque un ninja aquatique. Car s'approcher d'un animal qui entend mieux sous l'eau que toi avec tes écouteurs hors de prix, ce n'est pas simple. Le kayak se déplace comme en dansant avec le vent, profitant de chaque courant, de chaque soupir de la marée. Oublie d'avancer en ligne droite, ici on zigzague, on glisse dans l'ombre des blocs de glace, on se cache derrière les vagues. Le bruit est absolument interdit. Et pas seulement ça, même l'odeur du chasseur peut le trahir. Beaucoup s'enduisent d'huile de phoque pour masquer cette odeur humaine qui effraie tant. L'un d'eux m'a confié « Après 2 jours avec cette odeur, les baleines ne me craignent plus. Elles ont pitié de moi. » Ça doit être un record de patience animale. Le vent est le véritable chef d'orchestre. S'il souffle dans la mauvaise direction, le spectacle est annulé. Car oui, une baleine peut te sentir à plus de 500 mètres si tu es dans son chemin. Donc, pas de place pour les maladresses. Les chasseurs restent parfois à flotter immobiles pendant des heures, le harpon prêt, sans cligner des yeux, attendant que la baleine émerge exactement là où ils ont parié. C'est comme jouer aux échecs, mais au ralenti, avec la pièce la plus grande et la plus lourde du plateau qui pèse plus de 30 tonnes. Et toi, là, sur un bateau en peau et en bois. Et soudain, ça arrive. La baleine brise la surface, l'eau jaillit, le souffle fumant monte dans le ciel arctique. Le chasseur se redresse, respire profondément et lance. Le harpon vole dans un silence épais, tranche l'air et touche. S'il touche, la tête pivotante s'enfonce et la corde se tend avec un claquement qui pourrait réveiller des icebergs endormis. Le kayak tremble et commence la deuxième partie du spectacle, résister. Une baleine blessée ne se rend pas. Elle plonge et commence à tirer sur tout, harpon, corde, kayak et bien sûr le chasseur aussi. La pression est brutale et le chasseur doit laisser filer la corde, mais pas trop. Amortir les à-coups, maintenir l'équilibre sans chavirer. Certains décrivent ce moment comme danser avec un esprit marin furieux. D'autres, avec un peu plus d'honnêteté, l'appellent avoir Dieu qui te tire par la taille pour voir si tu mérites de vivre un jour de plus. La baleine ne meurt pas vite et elle ne le devrait pas. C'est un processus empreint de respect. On ne la pourchasse pas sans répit. On lui donne de l'espace. On honore sa résistance. Dans la culture inuite, la baleine se donne, elle n'est pas volée. Après des heures, la créature se rend, la mer se calme et le chasseur, épuisé, s'approche. Pas de célébration ni de cri de « but », juste une connexion profonde avec ce qui vient de se passer. Alors commence le travail sacré, le dépeçage. Ce n'est pas seulement physique, c'est cérémoniel. Chaque partie de la baleine a un usage. La viande en grands blocs, la graisse séparée pour faire de l'huile qui sert à cuisiner, éclairer et protéger, les os pour construire, fabriquer des outils et de l'art, les fanons, ces énormes poils, pour des paniers, des ornements et même des pièges. Rien ne se perd, rien. Une baleine entre les mains des Inuits devient de la vie pour toute une communauté. La répartition est une danse sociale. Les anciens d'abord, puis les mères, puis le reste. Même ceux qui n'ont pas chassé reçoivent leur part, tout comme les malades. Car la chasse est individuelle, mais la survie est collective. Et ce n'est pas nouveau. Il existe des traces de répartition cérémonielle de viande de baleine depuis plus de 1000 ans. Certains villages ont des chansons spécifiques pour annoncer l'arrivée du festin. Un jour, un petit enfant a levé un morceau de mouktouk et a dit « C'est le goût de la noyade ». Et bon sang, il avait raison. Alors, la prochaine fois que tu entendras parler de chasse à la baleine, ne pense pas à un acte brutal, pense comme un Inuit le ferait. Une danse millénaire avec la mer, une conversation silencieuse entre l'homme et le colosse, entre la glace et la mémoire. Car dans ce coin gelé de la planète, où le froid est un maître et le vent parle en murmure, il y a encore des gens qui se souviennent que nous ne sommes pas venus au monde pour le dominer, mais pour le comprendre.
Et pendant que des millions courent après la dernière innovation, la vitesse, le bruit, ici, on honore encore le silence, l'attente, la patience. Ils ne chassent pas pour le sport. Ils ne cherchent pas de trophées. Ils cherchent du sens. Et c'est peut-être la leçon la plus profonde. Dans un monde obsédé par l'avancée, le vrai progrès réside peut-être dans le souvenir. Regarder en arrière et apprendre de ceux qui ont su survivre à la glace, non par la force, mais par la sagesse. Si ce voyage t'a fait penser différemment, si, l'espace d'un instant, tu t'es imaginé dans ce kayak en peau, dans ce silence impossible, alors tu as déjà fait le premier pas. Merci de nous avoir accompagnés. On se retrouve pour le prochain voyage.